Une famille de 3 personnes part en mer pour une sortie de loisirs. Soudain, un luxueux hors-bord surgit et passe près d'eux à toute allure. En voyant la scène, Kevin refuse de se laisser distancer et pousse immédiatement les gaz pour le poursuivre. 2 heures plus tard, sa femme commence à s'inquiéter, s'ils vont trop loin, ils risquent de ne plus avoir assez de carburant pour rentrer. Alors que Kevin s'apprête à faire demi-tour, il aperçoit justement devant eux une petite île verdoyante. Leur fils a toujours rêvé de ce genre d'endroit, persuadé qu'on y trouverait des oiseaux étranges et des créatures rares. L'île ne semblant pas très éloignée, Kevin décide d'y accoster pour satisfaire la curiosité de son fils et y passer un court moment. Mais lorsqu'ils veulent repartir, impossible de redémarrer le bateau. Kevin s'acharne jusqu'à la tombée de la nuit, sans succès. Il n'avait pas prévu de passer la nuit dehors et non ni nourriture ni eau. Pire encore, il se trouve en mer des Caraïbes, sans aucun signal téléphonique. Leur seul espoir de quitter l'île repose désormais sur la chance qu'un bateau de passage les aperçoive. Mais dans cet endroit perdu, sans eau ni nourriture, combien de temps peuvent-ils tenir? Comme si la situation n'était pas déjà assez grave, le lendemain matin, la femme de Kevin découvre que leur fils, exposé trop longtemps au soleil, souffre de maux de tête et de fièvre. Kevin se lève à l'aube et tente une nouvelle fois de réparer le moteur. Il finit par comprendre que le problème vient de l'allumage, dont la batterie est à plat. Un maigre réconfort survient alors, un bateau apparaît au large de l'île. Kevin et sa femme agitent désespérément les bras pour appeler à l'aide, mais le bateau ne les remarque pas et disparaît. Ils survivent ainsi une journée de plus sur l'île. Le 3e jour, Kevin et sa femme tiennent encore, mais leur fils, privé de nourriture et d'eau depuis 2 jours, présente une accélération du rythme cardiaque, une hausse de la tension et tombe dans le coma. En tant que médecin, Kevin sait parfaitement que son fils est à bout. Plutôt que d'attendre la mort sur cette île, il pense qu'ils auront plus de chances d'être repérés en mer. Il décide alors de tenter le tout pour le tout. À l'aide de feuilles, il fabrique un abri de fortune sur le bateau et, avec sa femme et son fils, se met à ramer vers le large. Épuisé, il finit par s'effondrer dans l'embarcation et s'endort profondément avec sa famille, sans qu'aucun bateau ne les ait encore trouvés. Le 4e jour, Kevin se réveille de nouveau et découvre avec stupeur que leur bateau, porté par le vent et les courants, a dérivé jusqu'à une autre île. Il n'a pas encore compris ce qui se passe qu'un bateau de pêche apparaît devant eux. Une telle occasion est trop précieuse pour être manquée. Kevin attrape des feuilles et se met à les agiter frénétiquement. Mais la distance est trop grande et sa position n'est pas dans l'axe du bateau. Sans surprise, le bateau de pêche disparaît derrière un amas de récifs. Désespéré, Kevin s'évanouit. On ne sait combien de temps s'écoule avant qu'il ne rouvre les yeux. Il découvre alors, incrédule, que le bateau de pêche a fait demi-tour. 2 pêcheurs les ont repérés. Kevin est fou de joie, persuadé que sa famille est enfin sauvée. Mais il est loin d'imaginer que leur cauchemar ne fait que commencer. Après avoir appris qu'ils sont des touristes américains, Kaba les regarde comme des agneaux promis à l'abattoir et révèle aussitôt sa véritable nature. Il exige une somme d'argent en échange de son aide, sans quoi il refuse de les secourir. Voyant sa femme et son fils en danger de mort, Kevin accepte sans hésiter. S'ils sont conduits à l'hôpital du bourg, il lui donnera 10 000 $. Mais Kaba n'est toujours pas satisfait et tarde à accepter. Acculé, Kevin finit par proposer toutes ses économies, 40 000 $ au total, affirmant qu'il ne peut pas donner davantage. How much is your family's life worth? I want $1 million. I don't have $1 million. But you're a doctor, right? Yes, I'm a doctor, but I work at a county hospital. We don't even make anything like that. Listen, man, I have a family too. Y'all come down here, I spend $10,000 on one vacation. That's more than I made this whole year. For 4 people, I need $1 million or I'm leaving. Make up your mind. No, you can't leave us. You can't leave us. You can't be serious. We'll die out here. You said you have a family, I've offered you $40,000. $40,000, isn't that enough? Not for me. Wait, don't, please, don't go. $1 million or no deal. I don't have $1 million! My son is 6 years old, you motherfucker! Pris de colère et de panique, Kevin se dispute violemment avec Kaba. Il n'est qu'un médecin ordinaire, et $1 million est une somme inimaginable pour lui. Pourtant, la vie de sa femme et de son fils est en jeu. Il n'a d'autre choix que de céder temporairement, promettant d'emprunter de l'argent pour réunir la somme. En réalité, il tente simplement de gagner du temps, convaincu que pour faire face à un homme comme Kaba, il faut user de ruse. Mais Kaba n'est pas dû. Il comprend immédiatement que Kevin cherche à le tromper et l'assomme sans hésiter avec une rame. Lorsque Kevin reprend connaissance, ses mains sont solidement attachées et sa femme ainsi que son fils ont disparu du bateau. Pour éviter toute tentative de fuite, Kaba les a laissés sur l'île et décide d'emmener Kevin au bourg pour récupérer l'argent. Il le menace clairement, s'il ose prévenir la police, sa famille ne survivra pas, car personne d'autre que lui et son complice ne connaît l'emplacement de l'île. Terrifié, Kevin n'ose plus tenter quoi que ce soit. Dès leur arrivée au port, il passe des appels frénétiques pour réunir de l'argent. Après avoir contacté tous ses proches, il ne parvient à rassembler que 190 000 $. Le temps presse et la vie de sa famille est en jeu acculé, Kevin choisit alors de menacer directement Kaba.
Voyant Kevin à bout et prêt à tout, Kaba finit par accepter cette somme. Kaba ordonne à Kevin de transférer l'argent sur un compte désigné, puis le ramène au port et lui trouve une vieille embarcation délabrée, lui demandant de suivre son bateau de pêche. Mais au moment où Kevin entre dans la cabine, Kaba verrouille soudainement la porte, prétendant vouloir l'empêcher d'alerter la police, promettant de la rouvrir une fois arrivé sur l'île. Les deux bateaux s'enfoncent rapidement en pleine mer. La nuit commence à tomber. Kaba fait signe à Kevin de s'approcher. Lorsque la petite embarcation arrive à sa hauteur, Kaba saute à bord, armé d'un harpon, et se met à frapper violemment la coque. Kevin comprend immédiatement qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. Il tente désespérément de sortir pour l'en empêcher, mais enfermé dans la cabine, il n'arrive pas à briser la porte. Il essaie alors de casser la vitre, mais celle-ci semble avoir été spécialement renforcée, encore plus solide que le bois de la porte. Par ce détail, le réalisateur souligne un élément clé, Kaba est un criminel aguerri, qui a tout préparé à l'avance. Lorsque la coque cède, l'eau s'engouffre brutalement. À l'intérieur de la cabine, Kevin frappe encore et encore, en vain. Finalement, le bateau sombre lentement avec lui à l'intérieur. Voyant la mer redevenir calme, Kaba est convaincu que tout est terminé et s'éloigne sans se retourner. Mais ce qu'il ignore, c'est que Kevin, profitant de l'air emprisonné dans la cabine, démonte la poignée de commande du moteur et parvient à briser la vitre pour s'échapper. Peu de temps après être remonté à la surface, il est secouru par un bateau de plaisance de passage.